Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur notre chaîne, cet espace que nous dédions à l'exploration des paysages intérieurs, à ces murmures de notre âme, à ces petites voix qui, telles des architectes discrets, façonnent, bien plus que nous ne l'imaginons souvent, la structure même de notre réalité quotidienne et de notre bien-être. Avez-vous déjà réellement prêté attention, une attention soutenue et curieuse, à ces phrases, ces croyances, presque des mantras invisibles, que vous vous répétez jour après jour, parfois de manière si automatique qu'elles échappent à votre conscience, comme une mélodie subtile, parfois une ritournelle entêtante, qui jouerait en sourdine dans le grand théâtre de votre esprit, influençant vos choix les plus anodins comme les plus cruciaux, colorant vos émotions, modelant votre perception de vous-même, des autres et du monde qui vous entoure. Certaines de ces phrases sont des alliés précieuses, des encouragements silencieux, des affirmations qui nous portent. Mais d'autres, plus insidieuses, plus sombres, peuvent agir comme de l'empoison, érodant votre confiance en vous goutte à goutte, limitant votre horizon, érigeant des murs là où il pourrait y avoir des ponts, vous éloignant doucement mais sûrement de qui vous êtes vraiment au plus profond, de votre essence la plus pure et la plus lumineuse. Aujourd'hui, nous allons mettre en lumière 4 de ces phrases pièges, ces petites rengaines mentales que beaucoup d'entre nous se fredonnent quotidiennement, parfois depuis l'enfance, et qui, sans que nous nous en rendions vraiment compte, nous font perdre un peu de nous-mêmes chaque jour, un peu de notre joie, un peu de notre liberté. L'objectif n'est surtout pas de se juger, ni de s'accabler de reproches, mais plutôt de développer une écoute plus fine, plus compatissante de notre dialogue intérieur pour peut-être, ensemble, identifier ces disques rayés et commencer à les remplacer par des paroles plus douces, plus constructives, plus aimantes, plus alignées avec notre véritable nature et nos aspirations les plus profondes. Alors, si ces mots résonnent en vous, si vous sentez une petite corde vibrer à l'intérieur, installez-vous confortablement, prenez une profonde respiration et explorons ensemble ces mécanismes subtils de l'esprit. La première de ces phrases, souvent banalisée, parfois même perçue comme une forme de sagesse ou de réalisme, mais terriblement limitante dans ses effets, est « Je ne suis pas capable de… » ou sa variante tout aussi pernicieuse « Ce n'est pas pour moi, je n'ai pas ce qu'il faut ». Que ce soit face à un nouveau défi professionnel qui vous intimide, une passion que vous aimeriez secrètement explorer, mais qui vous semble hors de portée, une relation que vous n'osez pas initier, ou même un simple changement dans vos habitudes de vie qui vous paraît insurmontable, cette petite phrase surgit, tel un gardien zélé et un peu trop protecteur de votre zone de confort, aussi étriquée soit-elle. Je ne suis pas capable d'apprendre cette nouvelle compétence technologique, c'est trop compliqué pour moi. Je ne suis pas capable de parler en public, je vais perdre mes moyens. Ce genre de bonheur, cette réussite, ce n'est pas pour des gens comme moi. En apparence, cela peut sembler être de la modestie feinte, une humilité de bonne aloi ou une évaluation froide et réaliste de nos aptitudes. Mais si l'on creuse un peu, c'est souvent le reflet d'une peur profonde de l'échec, d'une crainte du jugement des autres, d'un manque criant de confiance en nos ressources intérieures, ou encore d'anciennes croyances limitantes que nous avons intégrées sans jamais les questionner, peut-être entendues dans notre enfance. Chaque fois que nous prononçons intérieurement ou à voix haute ces mots, nous érigeons une barrière invisible, mais terriblement solide, entre nous et nos aspirations, nos rêves. Nous nous auto-sabotons avant même d'avoir esquissé le premier pas. Physiologiquement, notre cerveau, qui est d'une plasticité extraordinaire et qui apprend constamment, prend ces affirmations pour des vérités établies et cesse de chercher des solutions créatives ou de mobiliser l'énergie et la motivation nécessaires pour surmonter l'obstacle. C'est comme si nous donnions l'ordre à notre propre système de ne pas réussir. Psychologiquement, cela nourrit un sentiment d'impuissance apprise, une forme de résignation qui peut mener à l'apathie et à une diminution de l'estime de soi. Remplacez cette phrase par des questions ouvertes comme « Et si j'essayais, juste pour voir ?» ou « Qu'est-ce que je pourrais apprendre, même si je n'y arrive pas du premier coup ?» Ou encore « Quelles sont les petites étapes que je pourrais franchir pour me rapprocher de cet objectif ?» peut ouvrir des portes insoupçonnées. Il ne s'agit pas de nier les difficultés réelles, mais de changer radicalement la perspective. Passer d'une certitude d'incapacité à une posture de curiosité exploratoire et d'apprentissage continu. Se remémorer avec bienveillance les moments passés où l'on a surmonté des défis que l'on pensait insurmontables peut aussi être un puissant antidote pour déconstruire cette croyance paralysante. La deuxième phrase, tout aussi répandue et malheureusement tout aussi corrosive pour l'estime de soi et l'authenticité, est « Je dois toujours faire plaisir aux autres pour être aimé » ou sa cousine germaine « Je ne veux surtout décevoir personne,
quoi qu'il m'en coûte. Cette croyance, souvent profondément ancrée, nous pousse à mettre constamment, et parfois de manière sacrificielle, les besoins, les désirs, les attentes, réelles ou supposées, des autres avant les nôtres. On dit oui avec un sourire forcé, alors que tout notre être crie non. On s'adapte jusqu'à se dénaturer. On se plie en quatre, on endosse des responsabilités qui ne nous incombent pas, tout cela par peur du conflit, du jugement, de la critique, ou, plus profondément encore, de ne plus être aimé, accepté, ou valorisé si l'on ose affirmer nos propres limites, nos propres besoins, ou nos propres envies. Extérieurement, on peut apparaître comme une personne excessivement serviable, admirablement gentille, d'un altruisme sans faille. Mais intérieurement, ce schéma comportemental peut engendrer un profond ressentiment qui s'accumule, une fatigue émotionnelle chronique, un sentiment d'injustice, et surtout, une perte progressive de contact avec nos propres besoins essentiels, nos valeurs fondamentales et notre identité profonde. À force de vouloir correspondre à ce que l'on imagine que les autres attendent de nous, on finit par ne plus savoir qui l'on est vraiment, ni ce que l'on veut authentiquement pour soi. On devient un caméléon émotionnel, perdant ses propres couleurs. Cette phrase est souvent enracinée dans une peur viscérale de l'abandon, un besoin excessif de validation extérieure, ou une faible estime de soi qui nous fait croire que notre valeur dépend de notre capacité à satisfaire les autres. Chaque « oui » dit à contre-cœur, chaque sacrifice de nos propres besoins est un non que l'on se dit à soi-même, une petite trahison de notre être intérieur. Apprendre à dire non avec respect, mais avec une saine fermeté. Apprendre à poser des limites claires et à les faire respecter n'est pas de l'égoïsme ou de la méchanceté. C'est une forme d'autorespect et d'autocompassion essentielle à notre équilibre. Commencez par de petites choses, des non à faible enjeu. Refuser une invitation si l'on est réellement fatigué. Exprimer une opinion différente avec calme, prendre du temps pour soi sans se sentir coupable, ni chercher à se justifier. C'est un entraînement progressif, mais chaque petit pas vers l'affirmation de soi renforce notre alignement intérieur, notre authenticité et notre énergie vitale. Et paradoxalement, des relations plus saines, plus équilibrées et plus respectueuses se construisent souvent sur la base de cet respect mutuel des limites et des besoins de chacun. La troisième phrase, qui nous maintient souvent prisonniers d'un passé révolu ou d'une vision idéalisée et inaccessible, est « si seulement j'avais fait les choses différemment » ou sa variante mélancolique « ah, tout serait tellement mieux si seulement ». Cette rengaine mentale, souvent accompagnée d'un soupir, nous enferme dans le cercle vicieux du regret, de la rumination stérile des erreurs passées, réelles ou imaginaires, ou de la nostalgie douloureuse d'un âge d'or qui n'existe plus, ou qui n'a peut-être jamais existé tel qu'on se l'imagine avec le filtre embellisseur du temps. Si seulement j'avais choisi une autre carrière, ma vie serait passionnante. Si seulement j'avais dit ce que je pensais vraiment à ce moment-là, les choses auraient tourné autrement. Tout était tellement plus simple, plus heureux avant. En se concentrant obsessionnellement sur ce qui aurait pu être, sur des scénarios hypothétiques, on se prive de la possibilité et de l'énergie de vivre pleinement le présent, avec ses joies et ses défis, et de construire activement un avenir qui nous ressemble. C'est comme essayer de conduire une voiture en ne regardant que dans le rétroviseur. On est certain de manquer les opportunités qui se présentent devant nous, et l'on risque l'accident à tout moment. Cette phrase est souvent un mécanisme de défense subtil pour éviter de faire face aux défis du présent, à l'incertitude de l'avenir ou à la responsabilité de nos choix et de nos actions actuelles. Elle nous maintient dans un état passif, où l'on se perçoit comme une victime impuissante des circonstances passées, plutôt que comme un acteur de notre propre vie. Bien sûr, il est important et sain de tirer des leçons de nos expériences passées, d'analyser nos erreurs pour ne pas les répéter. Mais une fois la leçon comprise et intégrée, il est crucial de lâcher prise, de pardonner aux autres et surtout à soi-même, et de tourner la page. Remplacez cette phrase par des questions orientées vers l'action et le présent comme « Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui ?» avec les ressources et les apprentissages dont je dispose pour améliorer ma situation ou me sentir mieux. Ou « Quelles sont les opportunités, même petites, que le moment présent m'offre et que je pourrais saisir ?» peut aider à réorienter notre énergie de manière constructive. La pratique de la pleine conscience, qui nous invite à nous ancrer dans l'instant présent, à accueillir nos pensées et nos émotions sans jugement, peut être un allié précieux pour se défaire de cette habitude de rumination et retrouver un sentiment de pouvoir sur notre vie. Le passé est une école, une source d'enseignement, mais il ne doit pas devenir une prison. Et enfin, la quatrième phrase, particulièrement insidieuse,
car elle se pare souvent des atours de la prudence, de la sagesse ou du réalisme froid. De toute façon, il est trop tard pour que ce soit pour envisager un changement de carrière audacieux, apprendre une nouvelle langue qui nous a toujours attirés, commencer un nouveau hobby créatif, se remettre au sport, oser retomber amoureux après une déception, ou simplement changer une habitude de longue date qui nous pèse. Cette phrase sonne comme un verdict sans appel. Une sentence irrévocable prononcée par le juge intérieur le plus sévère. Il est trop tard pour que je me remette sérieusement au sport. Mes articulations ne suivront pas. À mon âge, on ne refait pas sa vie sentimentale. C'est ridicule. Les opportunités professionnelles intéressantes, c'était avant, pour les jeunes. Maintenant, pour moi, il est trop tard. Cette croyance est profondément ancrée dans une vision linéaire, rigide et terriblement limitée du temps et du potentiel humain. Elle nie notre extraordinaire capacité d'apprentissage, de croissance et d'adaptation tout au long de la vie, capacité que les neurosciences confirment d'ailleurs chaque jour. Chaque fois que nous nous disons « il est trop tard », nous fermons la porte à une infinité de possibles. Nous éteignons une étincelle de curiosité ou d'envie. C'est une forme d'autolimitation particulièrement triste, car elle peut mener à la stagnation, à l'amertume, à la frustration et, ultimement, au regret lancinant de ne pas avoir osé, de ne pas avoir essayé. La vérité, c'est qu'il n'est objectivement jamais trop tard pour apprendre quelque chose de nouveau, pour grandir intérieurement, pour changer une facette de sa vie, tant que nous sommes en vie, que nous avons la volonté de le faire et que nous nous en donnons les moyens, même modestes. L'âge n'est qu'un chiffre, une donnée administrative, pas une sentence qui nous condamne à l'immobilisme. Pensez, je peux commencer petit aujourd'hui par une seule action, où chaque pas, même le plus minime, est un progrès et une victoire, est infiniment plus stimulant et mobilisateur. S'inspirer d'exemples concrets de personnes qui ont osé des changements significatifs tard dans leur vie, qui ont réalisé des rêves d'enfance à la retraite, peut aussi être très puissant pour déconstruire cette croyance paralysante. L'important n'est pas la vitesse à laquelle on avance, ni même la taille de l'objectif, mais la décision courageuse de se mettre en mouvement, de sortir de l'inertie, quel que soit le point de départ et les ressources dont on dispose. Mes chers amis, ces 4 phrases ne sont, bien entendu, que des exemples, des archétypes de schémas de pensée qui peuvent, à notre insu, et parfois de manière très subtile, teinter nos vies de gris, freiner notre élan vital et nous éloigner de notre véritable joie d'être. Les identifier en soi, avec honnêteté et sans jugement, est le premier pas, un pas absolument crucial et courageux vers une plus grande liberté intérieure, vers une reconquête de soi. Il ne s'agit pas de se lancer dans une guerre sans merci contre soi-même, contre ces parts de nous qui ont appris à penser ainsi, souvent pour se protéger. Il s'agit plutôt d'entamer un dialogue plus conscient, plus curieux, plus aimant avec cette petite voix en nous, ou ces voix multiples. C'est un peu comme apprendre à devenir le jardinier attentif et bienveillant de son propre esprit. Observer les pensées qui y poussent, arracher doucement mais fermement les mauvaises herbes des pensées limitantes et auto-dévalorisantes et planter à la place, avec patience et persévérance, des graines de confiance, de permission, de curiosité, d'autocompassion et d'action inspirée. Rappelez-vous toujours que vous êtes l'auteur, le compositeur, le chef d'orchestre de votre dialogue intérieur. Vous avez le pouvoir, à chaque instant, de choisir les mots qui vous nourrissent, qui vous soutiennent, qui vous élèvent, qui vous reconnectent à votre essence véritable, à votre lumière intérieure. Ce n'est pas un changement qui se fait d'un coup de baguette magique, du jour au lendemain. C'est un chemin, une pratique quotidienne, un engagement envers soi-même, fait de vigilance douce et de bienveillance inconditionnelle. Mais chaque petite phrase transformée, chaque croyance limitante remise en question est une victoire immense, une parcelle de vous-même que vous récupérez, une étincelle de vie que vous ranimez au plus profond de votre être. Osez écouter avec une nouvelle attention ce qui se dit en vous. Et osez choisir consciemment des mots qui vous font grandir, qui vous font rayonner, qui vous rendent plus libre et plus heureux. Votre vie intérieure est un jardin sacré et précieux. Prenez-en soin comme du plus beau des trésors. Prenez bien soin de vous, de vos pensées et de votre cœur. À très bientôt.